C'est parti, du coup on peut commencer, tant qu'à faire, on gagne 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous, donc, moi c'est Emeline de l'association Colosse au pied d'argile. Avant juste de démarrer la présentation, j'aurais bien voulu savoir un petit peu de quel milieu vous êtes. Donc est-ce que je peux savoir ceux qui sont d'un club sportif, club ou comité ou ligue ? Ok, ceux qui sont plutôt côté animation, peut-être centre de loisirs. Ok. Et je vois et ceux qui sont peut-être des représentants des communes ou ouais. Et j'oublie quelque chose, quelqu'un ? Oui ? Ok, top. C'est quoi comme association ? D'accord. Très bien. Prof, EPS ? D'accord. Et j'ai oublié d'autres professions, oui ? Creps, ok, très bien. Ok, ça marche. On est donc ensemble pendant 1 heure et on va aborder tout ça. On va revenir déjà pour commencer sur le rôle et la posture de l'encadrant. Vous verrez qu'à Colosse, on a mis en place une charte qu'on appelle la charte des colosses. Ce ne sont pas des gestes qui sont interdits par la loi ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt des réflexions, des perspectives sur nos gestes au quotidien, dans le sport ou l'animation, les deux, que peut-être si on les mettait en place, il y aurait moins de risques pour les victimes et moins de risques aussi de situations qui peuvent nous mettre, nous, éducateurs, animateurs, mal à l'aise ou en situation qui peuvent nous mettre en difficulté en tout cas. Ensuite, on va revenir sur les différentes infractions à caractère sexuel. On va parler un petit peu de bizutage. On verra la pédocriminalité et puis le mécanisme que met en place l'agresseur pour verrouiller la parole de la victime. On verra la victime et ses traumatismes et puis les signaux d'alerte pour repérer une victime. Et puis enfin, on verra comment recevoir une parole et qui alerter. C'est donc assez dense, mais en 1 heure, on peut y arriver. Avant de commencer, juste redire quelques mots, même si vous l'avez bien compris, mais du coup, l'association, elle est née de l'histoire personnelle de Sébastien, que vous avez vu ce matin, qui a été violé du coup de ses 12 ans à ses 16 ans par Cricket, comme il vous l'a dit, c'était le surnom que tout le monde donnait à son agresseur. Et Sébastien, il en a donc parlé pour la première fois à ses 30 ans. Donc il a gardé le silence pendant 18 ans. Quand il en a parlé, lui, il a tendance à dire qu'il a gagné en émotion tout ce qu'il avait perdu pendant ces années de silence. C'est-à-dire que pendant ces années de silence, il était comme anesthésié émotionnellement. Il ressentait tout avec indifférence. Il n'a pas pleuré, il a pleuré 2 fois. D'ailleurs, du coup, il s'en souvient de ses 12 ans à ses 30 ans. Et aujourd'hui, Sébastien, c'est donc mon directeur. 2 fois par an, on fait un séminaire. Je le vois pleurer au moins 3 fois dans le séminaire d'émotion, de tous nous voir partager son combat. Et donc, il dit que ça fait beaucoup de bien de retrouver ses émotions et que peut-être que si des personnes lui en avaient parlé plus tôt, lui aussi, peut-être qu'il en aurait parlé plus tôt. Et il aurait bien voulu en parler avant ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a créé l'association Colosse au pied d'argile. Et donc, c'est pour ça qu'on œuvre à sensibiliser les jeunes et former et sensibiliser les adultes sur la thématique des violences sexuelles. L'association, elle est donc basée à Dax, mais moi je suis basée à Montpellier. Mais j'interviens sur toute l'Occitanie avec des collègues de Toulouse. Et à Dax, on a 2 psychologues et 2 juristes qui accompagnent gratuitement toutes les personnes qui sont victimes de violences. Et donc on voit passer pas mal d'affaires. Et avec ces affaires, on a fait la fameuse charte des colosses, les 11 commandements, avec les petits gestes à mettre en place au quotidien dans nos pratiques. Donc, on n'a pas le temps de la voir entièrement, mais je vais vous poser quelques questions, puis on va revenir sur certains aspects de la charte. Il n'y a aucun jugement. L'idée, c'est plutôt d'échanger sur vos pratiques, ce qui se fait et ce qu'on pourrait faire, du coup, à l'avenir pour sécuriser les jeunes et les éducateurs. Première question, comment est-ce que vous saluez les jeunes dans vos structures ? Comment est-ce que vous leur dites bonjour ? Bonjour. Quoi d'autre ? Le check, ok. Est-ce qu'il y a des bises avec les jeunes ? Depuis le Covid ?
Ouais, ça a aidé, totalement. Ok. Tant mieux, c'est cool, c'est ce qu'on préconiserait à l'association. En fait, faire une bise à un enfant ou lui faire un câlin, c'est rentrer dans sa sphère affective. Et c'est à l'enfant de décider qui rentre dans sa sphère affective ou non. Moi, perso, je viens de l'athlétisme. C'était vraiment induit, quoi. Je faisais la bise à tout le monde sur le stade, tous les entraîneurs, les présidents, secrétaires, enfin tout le monde, tous les dirigeants, même ceux que je voyais pas souvent. Et si je ne l'avais pas fait, ça aurait été très mal poli de ma part. Donc l'idée, c'est de ne pas l'induire, que c'est vraiment à l'enfant de décider. Est-ce qu'à l'inverse, ça vous arrive qu'il y ait des enfants, des jeunes que vous encadrez, qui viennent vous faire un gros câlin ou un gros bisou? Et dans ce cas, comment est-ce que, qu'est-ce que vous faites? Le câlin. Ouais. Tout à fait, oui. Souvent, on fait le câlin à l'enfant. Donc là, en réalité, vous aussi, vous avez votre propre sphère affective. Et vous aussi, vous pouvez très bien dire aux jeunes, écoute, moi, je suis ton coach, moi, je suis ton animateur, et avec moi, c'est le check. Et on peut se trouver un super check si tu veux. Ça n'enlève en rien que tu es un super nageur, athlète, ce que vous voulez. Mais avec moi, c'est le check. Et c'est OK. Après, si vous le sentez et que c'est OK pour vous, vous pouvez également accepter le câlin. Voilà, on n'est pas obligé de le serrer, mais on lui tapote un petit peu le dos. Et c'est OK également. Disons que c'est l'enfant qui a choisi que vous alliez rentrer dans sa sphère affective. Oups, j'ai appuyé du mauvais côté. Deuxième question, si vous devez corriger un enfant sur sa posture, je pense à l'athlétisme par exemple, on repositionne le bras pour le lancer de javelot. Je pense au rugby où au moment de la mêlée, on repositionne pour qu'il se baisse un petit peu. Bref, en fait, dans quasiment tous les sports, des fois, on est amené à toucher le corps de l'enfant. Dans l'animation, je pense à un enfant qui se blesse, il faut le soigner. Enfin, dans l'animation également, ça peut arriver qu'on soit amené à toucher le corps de l'enfant. Comment s'y prendre? Alors, annoncer ses gestes, ouais. Ouais, lui demander l'autorisation. Ouais. Oui, totalement. Ouais, c'est sûr. La dernière fois aussi, j'avais des lutteurs. Ils me disaient, c'est pareil, la lutte, oui, c'est de toute façon un sport de contact. Alors après, eux, ils disaient certaines précautions. Alors, j'ai déjà eu des judokas aussi qui me disaient que souvent, maintenant, ils pouvaient être 2 à entraîner. Et que du coup, souvent, ils faisaient les démonstrations, eux deux, les 2 adultes, devant les enfants. Et que du coup, ça pouvait être utile. Sinon, c'est exactement ce que vous avez dit. L'idée, alors dans la mesure du possible, si on peut montrer sur soi, mimer, c'est l'idéal. Des fois, c'est pas possible. L'idée, c'est de demander, de dire, écoute, je peux repositionner ton bras là pour te montrer? Oui, pas de souci. Bon ok, je le fais. Non, je le fais pas. Et on trouvera une autre solution. Alors la dernière fois, je disais ça à des rugbymen qui me disent très bien, à la mêlée, moi, ils sont, je sais pas combien il y en a dans une mêlée, mais peut-être 10. Il faut que je demande aux 10 chacun leur tour, est-ce que je peux repositionner? Ça me prend trop de temps. Je veux dire, concrètement, c'est pas possible. Et puis il y a des sports, en effet, où on peut pas demander à chaque fois. C'est pas possible. Alors peut-être que ça vaut le coup de leur faire une communication générale à un moment donné, en disant, n'oubliez pas, des fois ça nous arrive de devoir vous repositionner. S'il y en a qui ne veulent pas, vous pouvez nous le dire et on fera autrement. La gestion des vestiaires. Alors, qui rentre dans les vestiaires? Qui sort? Qui n'a pas le droit de rentrer? Comment ça se passe chez vous? Donc l'éducateur rentre. Est-ce que les parents rentrent? Même avec les petits?
Ouais, avec les petits, souvent, il y a les parents qui rentrent. Ouais. Ok. Oui, c'est sûr. Ok. Et la gestion des douches. Est-ce qu'ils se douchent? Il y en a où ils se douchent? Souvent les sport co, non? Ouais. Et après? Ouais. Ok. Bon, en tout cas, il y a quand même certains sports où il y a encore la douche et en effet certains âges. Souvent, quand ils commencent à grandir un petit peu, on met en place la douche. Sur la douche, c'est important qu'il soit entre tranches d'âge. Je le dis parce que des fois, il y a des équipes seniors où il y a des jeunes qui ont 14-15 ans qui sont avec des adultes. Donc là, c'est quand même assez délicat. Donc c'est important que les temps des douches, ce soit quand même entre jeunes du même âge. C'est un moment qui est assez intime. Il y en a de plus en plus qui décident de se doucher en sous-vêtements également. Bah, c'est OK, même si j'entends souvent oh, mais c'est quand même pas très hygiénique. Peut-être, mais bon, il se redouchera un coup à la maison s'il le faut. Enfin, en tout cas, c'est OK. C'est important de respecter la pudeur de l'enfant. Et ensuite, pendant les douches, voilà, les portes sont bien fermées. Autre chose qui est mise en place par certains clubs, c'est une boîte qu'ils mettent à l'entrée du vestiaire, où les jeunes mettent le téléphone et ils le récupèrent en sortant du vestiaire. Ça évite les photos, les vidéos qui peuvent être prises du coup justement dans les vestiaires et qui circulent ensuite. En tout cas, sur le nombre de personnes qui rentrent et sortent dans le vestiaire, c'est toujours un peu délicat, savoir qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Nous, ce qu'on conseillerait, c'est d'identifier 2 adultes qui sont référents du vestiaire. Alors, pas un seul, pour qu'il n'y ait pas un adulte tout seul qui se retrouve dans le vestiaire avec tous les jeunes. Un coach tout seul, un parent tout seul, mais 2. 2 qui assurent un peu la gestion du vestiaire, son bon déroulement, parce que bon, c'est vrai que des fois, quand on les laisse tout seuls dans le vestiaire, ça peut partir en cacahuète. Mais du coup, 2 adultes seulement. Parce que pareil, des fois, les vestiaires, c'est un peu tout le monde rentre, tout le monde sort. Et nous, on a eu un cas une fois où c'était tellement tout le monde rentre, tout le monde sort, que quelqu'un prenait des photos et vidéos et personne ne s'en rendait compte. Donc voilà, un petit peu limiter l'accès au vestiaire sans qu'il y ait un adulte non plus qui s'y retrouve seul dedans. Ensuite, quels moyens de communication vous utilisez pour communiquer avec vos jeunes, leur dire par exemple rendez-vous au gymnase à 10h, départ compétition. Groupe WhatsApp? Alors sur le groupe WhatsApp, il y a les parents, et puis en fonction de l'âge, j'imagine qu'il y a des groupes où il n'y a que les enfants. Ouais, quand ils commencent à être un peu plus grands. D'autres moyens de communication que le groupe WhatsApp? Le mail aux parents. SMS aux jeunes. Ok. Alors le SMS, du coup, c'est en direct avec le jeune. On ne peut pas faire de groupe SMS, donc c'est en direct. Ouais. Ok. Ouais, convocation papier. Ok. Ok. Alors là, pareil, ce qu'on préconiserait, c'est de toujours passer par le groupe. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà des jeunes qui les ont ajoutés sur les réseaux et qui leur ont parlé sur les réseaux. En tout cas, ça m'arrive souvent qu'il y ait des éducateurs qui me disent « bah oui, ça m'est arrivé ». Un jeune, soit qui m'envoie un SMS, soit qui m'ajoute sur Insta ou quoi que ce soit et qui me parle. Et que c'est une situation que j'aime pas gérer parce que des fois, ils se confient de choses super intimes sur les réseaux. Et puis même des fois, il y en a où c'est des jeunes qui leur disent qu'ils sont amoureux d'eux. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de messages individuels, de toujours passer par le groupe. Il y a un côté très professionnel, on fait juste passer les infos par le groupe WhatsApp. Et puis à l'inverse, ça permet aussi de protéger le jeune. Alors vous allez me dire, mais enfin, c'est des messages, les messages c'est des preuves, ils vont quand même pas s'amuser à envoyer des messages compromettants. Si.
Je veux dire, Noémie nous en a très bien parlé ce matin. Et j'étais dans un club d'athlètes il n'y a pas si longtemps où une des jeunes recevait des messages de son coach qui lui disait à quel point elle était belle, attirante et il se passait quelque chose entre eux. Et son coach était tellement sûr de sa capacité de manipulation sur elle qu'à aucun moment il s'est dit qu'elle allait en parler. Et elle a mis un temps fou à en parler. Pour vous dire, il était tellement apprécié de tout le monde qu'il y a une pétition qui a tourné dans le stade pour pas qu'il parte. Bon, heureusement, il est parti. Donc voilà. Donc du coup, l'idée, c'est voilà, pas de message en direct avec les jeunes, toujours passer par le groupe. Et puis même si c'est une information qui concerne qu'un jeune, à la limite, bah, c'est pas grave, tout le groupe le voit et puis c'est pas grave. Et donc, bah, pour protéger les jeunes et les éducateurs, il faut en parler. Ça, c'est un peu le leitmotiv de notre association. C'est le pourquoi on est créé et le message qu'on véhicule. C'est de parler de tout ça, d'en parler. Donc la charte des colosses, je vous l'enverrai par mail à la fin. Je crois que vous allez tous recevoir un mail avec de la documentation, parce qu'on n'a pas le temps de la dérouler tout entière maintenant. Mais comme ça, vous l'aurez par mail. Alors, on va maintenant définir les infractions à caractère sexuel. Donc, quand j'en parle aux jeunes, je leur dis que c'est important d'identifier leur partie intime. En réalité, tout leur corps pourrait être considéré comme une partie intime. Si quelque chose les met mal à l'aise, c'est pas normal et il faut qu'ils en parlent. Mais aux yeux de la loi, il y a 5 parties qui sont considérées comme intimes. Donc là, on les aborde avec eux. Donc des fois, ça met un petit peu de temps à être dit ou ils sont un peu gênés. Et puis des fois, ça vient tout seul. Mais du coup, il y a la bouche, la poitrine, le sexe, les fesses et l'intérieur des cuisses. Donc l'intérieur des cuisses, c'est là. Parce qu'il y a déjà un jeune qui m'a dit « Mais comment on fait pour toucher l'intérieur de la cuisse ?» Non, c'est pas cet intérieur-là, c'est celui-là. Et donc là, je leur dis qui a le droit de toucher vos parties intimes. Donc là, ils vont me dire nous-mêmes. Oui, très bien, vous-même, vous avez le droit de toucher vos parties intimes. Et après, ils vont me dire les parents. Ah bon, les parents, quand est-ce qu'ils ont le droit de toucher les parties intimes ? Quand on était petits et qu'ils nous changeaient la couche. Ok. À partir du moment où tu sais te changer tout seul, te laver tout seul, il n'y a que toi qui as le droit de toucher tes parties intimes. Et puis après, en fonction de l'âge, on parle de consentement. Et ensuite, voilà toutes les infractions à caractère sexuel. Elles sont nombreuses, on va les définir ensemble. Déjà, le voyeurisme, qu'est-ce que c'est ? Exactement. C'est de regarder les parties intimes de quelqu'un sans son consentement. Pour vous donner un exemple de voyeurisme, c'est le DTN d'une fédération qui avait installé des caméras dans un vestiaire. Et puis quand les jeunes allaient se changer, ils se mettaient dans son bureau et ils regardaient les images. Donc ça, c'est du voyeurisme. L'exhibition sexuelle, qu'est-ce que c'est ? Exactement, ça va être montrer ses parties intimes à quelqu'un sans son consentement ou mimer un acte à caractère sexuel sans son consentement. Il y a bien la notion de consentement, parce que quand je l'aborde avec les jeunes, ils vont me dire « Ah, du coup, les naturistes, c'est de l'exhibition sexuelle. » Non, si c'est sur une plage naturiste, c'est pas de l'exhibition sexuelle. Si c'est sur une plage pas naturiste, oui, là c'est de l'exhibition sexuelle. La diffusion d'images d'autrui à caractère sexuel. C'est un petit peu explicite dans le titre. Ça va être le fait d'avoir une photo à caractère sexuel de quelqu'un et de la montrer à d'autres personnes, de la diffuser. Alors ça, on l'aborde beaucoup avec les jeunes. Sachez que quand j'interviens en primaire, il y en a toujours qui ont déjà vu du contenu à caractère sexuel sur les réseaux. Au collège, je dirais qu'il y en a 50%, et au lycée, 90%. Donc déjà, on leur dit que c'est pas normal. Ils n'ont pas à recevoir du contenu à caractère sexuel sans leur consentement. C'est normal si ça les choque. Et souvent, ils vont dire « oui, ça choque ». Alors, il y a les deux. Il y a le « oui, ça choque » et il y a le « c'est normal ». Genre, c'est complètement normalisé, quoi. Tout le monde en reçoit, enfin, c'est normal. Mais du coup, on les sensibilise aussi au fait qu'il ne faut surtout pas qu'ils diffusent ces images. Ils les reçoivent. Il ne faut pas qu'ils les montrent à leurs copains, qu'ils les mettent dans des groupes de classe, parce qu'il y en a qui mettent dans les groupes de classe, etc., etc. Sinon, c'est de la diffusion d'images d'autrui à caractère sexuel, et c'est puni par la loi. Parce que c'est trop dévastateur d'avoir ces photos de soi nus qui circulent sur les réseaux.
Et ça aussi, ça arrive très souvent. Souvent, ils en connaissent au moins un dans l'établissement scolaire à qui c'est arrivé. L'utilisation d'images pédopornographiques, ça va être le fait de regarder un film pornographique qui met en scène des mineurs ou de détenir des images à caractère pornographique qui mettent en scène des mineurs. C'est interdit par la loi. C'est de la pédopornographie. L'outrage sexiste, donc la réflexion sexiste. Quelqu'un qui va dire à une femme va me préparer le café, c'est émission d'habitude, quoi. Donc ça, c'est un outrage sexiste. On peut porter plainte pour outrage sexiste. C'est passible d'une contravention. Le harcèlement sexuel, c'est quand il va y avoir des propos à connotation sexuelle répétés ou des gestes. Par exemple, des fois, quelqu'un qui touche une partie du corps d'une personne qui n'est pas dans les 5 parties intimes, mais quand même avec des intentions un petit peu sexuelles, ce serait considéré plutôt comme du harcèlement sexuel. Alors, quand ça se répète, moi, ce que j'apprends aux jeunes, c'est que une répétition, c'est plusieurs fois, donc c'est 2 fois. C'est ce que je leur dis. Après, il faut savoir aussi que si c'est plein de personnes qui ont fait la même chose qu'une seule fois sur une même personne, c'est aussi du harcèlement sexuel. Ils s'y sont mis à plusieurs, ils l'ont tous fait qu'une fois, mais la personne l'a reçu plein de fois, la même remarque ou la même... C'est du harcèlement sexuel. Alors, c'est quand ça impacte. Après, ça va être difficile à évaluer parce que, en tout cas, enfin, oui, voilà. C'est si la personne ne le veut pas ou dans le cadre de l'entraîneur et l'athlète dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, c'était du harcèlement sexuel. Et que la jeune, elle le prenne bien ou pas, à la limite, ça ne change rien au fait qu'il n'avait pas envoyé des messages répétés à connotation sexuelle à cette jeune. Différents types de harcèlement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci. La sextorsion, qu'est-ce que c'est ? Exactement, ça va être le chantage à caractère sexuel. Donc par exemple, donne-moi 100 € ou je diffuse cette photo de toi nu. Sextorsion. Les propositions sexuelles, bon c'est assez explicite, mais il y a une petite étoile. C'est parce que c'est interdit quand c'est un majeur sur un mineur de moins de 15 ans. Un majeur a le droit de faire une proposition sexuelle à un autre majeur. Un majeur n'a pas le droit de faire une proposition sexuelle à un mineur de moins de 15 ans. Est-ce qu'un mineur a le droit de faire une proposition sexuelle à un majeur ? Et s'il a moins de 15 ans ? Exactement. Il a le droit. Je veux dire, le mineur, il ne va pas être condamné pour avoir fait une proposition sexuelle à un majeur. Mais s'il a moins de 15 ans, le majeur, il n'a pas le droit d'accepter. Voilà. Ah, si le mineur a 15 ans, est-ce que le majeur a le droit d'accepter ? C'est ça la question ? On y revient dans 2 infractions. On y revient tout de suite. Alors, la corruption de mineurs, est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors, c'est pas ça. C'est pourtant dans la connotation corruption, c'est ce à quoi on pense, de payer, de donner de l'argent, etc. Mais c'est pas ça. Alors, la corruption de mineurs, ça va être le fait d'imposer à un mineur des faits ou des gestes qui peuvent le pousser à la dépravation sexuelle. Bon, ça, c'est la loi. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est de montrer des photos, des vidéos ou même des gestes à caractère sexuel à un mineur ou des propos qui peuvent, du coup, le pousser à faire avoir des comportements qu'il n'aurait pas eu sinon. Pour vous donner un exemple de corruption de mineurs, c'est une équipe de rugby. Quand ils gagnaient un match, pour les féliciter dans le trajet retour dans le bus, leur coach leur passait un film pornographique. Donc ça, c'est de la corruption de mineurs.
Et ça fait 3 fois que quand je fais une intervention, on me dit « Bah oui, moi aussi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. » Ah, d'accord. Alors l'atteinte sexuelle, on y revient juste après. L'agression sexuelle. Qu'est-ce que c'est l'agression sexuelle ? Oui, exactement. C'est toucher une des 5 parties intimes, une ou plusieurs des 5 parties intimes, sans le consentement de la personne. Ça, c'est une agression sexuelle. Et la différence avec le viol ? Alors, le viol, c'est un crime. Et il y a pénétration, exactement. Dans le viol, il y a pénétration ou tout acte bucco-génital. Même sans pénétration, ce sera considéré comme du viol. Donc dans les 2 cas, on a dit que c'était sans le consentement de la personne. Est-ce que du coup, pour revenir à votre question, un majeur a le droit d'avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur ? Très bien. Bon, déjà, en dessous de 15 ans, on est d'accord, c'est interdit 100%. Si jamais il y a bisou, attouchement, il touche les parties intimes, ce sera considéré comme une agression sexuelle. S'il y a pénétration, ce sera considéré comme du... Ok. Maintenant, est-ce qu'un majeur a le droit d'avoir une relation sexuelle consentie avec un mineur de plus de 15 ans ? Ok, vous avez dit les 2. Top. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande différence d'âge entre le majeur et le mineur. Cette différence d'âge n'est pas définie dans la loi, mais d'après la jurisprudence, oui, pas très pratique, je suis d'accord, il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 ans d'écart entre le majeur et le mineur. En tout cas, ce sera l'arbitrage du juge. Mm-hmm. De plus de 15 ans. 15 ans et plus. À partir de 15 ans, ouais. 5 ans d'écart. Alors, 22 moins 5, ça fait quoi ? 17 ? 17 et 22. 15 et 20. 16, 21, voilà. Ouais, en fonction de l'âge. Et la deuxième condition que vous avez dit, il ne faut pas que le majeur ait autorité sur le mineur. Donc là, du coup, pareil, les jeunes, je leur dis, alors qui a autorité sur vous dans le club de sport ? Bon, bah, ils me répondent, le coach, président. Qui a autorité sur vous à l'école ? Prof, surveillant. Qui a autorité sur vous en colonie de vacances ? L'animateur, le directeur de camp, etc., etc. Et il ne faut pas non plus que ce soit un membre de sa famille. Donc toutes ces personnes, elles n'ont pas le droit d'avoir une relation sexuelle consentie, même si le mineur a plus de 15 ans. Ça va ? Ok. Je vais vous donner un petit exemple. C'est une animatrice qui a 19 ans. Elle part en colonie de vacances et elle a un groupe de jeunes. Et dans le groupe de jeunes qu'elle encadre, il y a un jeune qui a 17 ans. Ils décident tous les deux d'avoir une relation sexuelle consentie. Qui pense que c'est autorisé ? Qui pense que c'est pas autorisé ? Oh, vous êtes fort. Ouais. Parce que elle a autorité sur le mineur. Ok. Deuxième exemple, c'est une coach. Elle a 19 ans. Dans son club, il y a un coach qui a 17 ans. Ils décident tous les deux d'avoir une relation sexuelle consentie. Qui pense que c'est autorisé ? Qui pense que c'est pas autorisé ? Oui, c'est autorisé parce que plus de 15 ans, consenti, bien sûr, pas de notion d'autorité, moins de 5 ans d'écart. Donc là, ils remplissent toutes les conditions. Ok. Et donc, ça, quand il y a une relation sexuelle consentie avec un mineur de plus de 15 ans, mais que soit il y a trop grande différence d'âge, soit il y a autorité, c'est donc ce qu'on appelle une atteinte sexuelle. C'est ça, l'atteinte sexuelle. Ça va pour vous ? Ok. Petite pause bizutage. Je vais vous mettre des photos pour vous inspirer un peu. Donc, en haut à gauche, c'est un joueur de l'équipe de France de foot. Pour intégrer l'équipe, il a dû chanter une chanson devant tout le monde.
En haut à droite, c'est dans le rugby. Au moment où il a intégré l'équipe, on lui a rasé la tête. En bas à gauche, c'est une étudiante qu'on force à boire de l'alcool. Puis en bas à droite, on va dire c'est aussi des étudiants qu'on roule dans la farine. Alors lesquelles ou laquelle de ces photos est du bizutage pour vous? Alors pas les deux premières, toutes, mais ça dépend de... Deux, trois, quatre. Alors toutes, mais ça dépend de quoi? Ok. Mais on ne sait pas s'ils sont obligés, c'est ça? Mhm. Peut-être qu'il avait dit oui, qu'il était d'accord. Ok. Et est-ce que c'est facile de dire non à un bizutage? Ouais. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui est difficile avec le bizutage, c'est que c'est très dur de dire non. Et moi, souvent, on me dit bon, ça dépend du caractère de la personne. Moi, je pense que ça dépend pas du caractère de la personne. Je pense que la personne qui est vue dans le groupe comme ayant un fort caractère, si elle dit non au bizutage, peut-être qu'elle va perdre sa place de la personne qui a un fort caractère. La personne qui est très timide et pas trop intégrée, si elle dit non au bizutage, elle perd sa chance d'être un peu plus intégrée dans l'équipe. C'est très dur de dire non à du bizutage. Et c'est donc pour ça qu'il est interdit, que ce soit contre le gré de la personne ou non. Que la personne ait dit oui ou non, c'est pareil, c'est interdit. Après, comme vous le disiez, il y a la notion d'humiliation. Donc ce que je dis aux jeunes, c'est qu'à partir du moment où ils ricanent un peu, il y a humiliation. À partir du moment où ils regardent quelqu'un tout seul et que c'est un peu drôle, c'est déjà qu'il y a humiliation. Et le but recherché derrière le bizutage, à la base, c'est quoi? La cohésion, accueillir, intégrer. Est-ce que c'est vraiment efficace d'intégrer quelqu'un en le mettant tout seul devant tout le monde et puis on rigole un peu? Alors, c'est l'inverse, ou en tout cas, s'ils croient, eux, que ça intègre, ça risque de créer une cohésion qui se base un peu sur l'humiliation, sur le fait de se chercher tout le temps, peut-être de mettre de côté certaines personnes par rapport à d'autres, etc. Donc ça risque de ne pas créer une forte cohésion dans l'équipe. Ça peut totalement être une stigmatisation de la personne. Ouais, on la met toute seule devant les autres. Exactement, hein. C'est très rare les personnes qui mettent l'accent sur le fait que c'est pas bien. En effet, c'est même trop sympa, c'est notre tradition depuis toujours, c'est quand même chouette, on va pas arrêter ça, etc. On est tous passés par là, donc il y a un côté où ça soude, vu qu'on est tous passés par là, on se serre tous les coudes sur ce qu'on a vécu, etc. Mais le problème, c'est qu'en effet, c'est pas toujours bien vécu, il y a même plein de fois où c'est mal vécu, et que même ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui vont carrément quitter le club parce qu'ils ne veulent pas passer par cette tradition, ce bizutage. Et la dernière fois, pareil, il y en a un qui, en intervention, disait non mais quand même, dans le rugby, on le sait, on va dans un club, on va se faire raser la tête. Si tu veux pas que ça t'arrive, tu vas pas dans le club. C'est quand même dommage que si tu veux pas te faire raser la tête, juste tu vas pas faire du rugby, quoi. Donc en effet, mais je pense que en effet, c'est pas du tout vu à la base comme quelque chose de méchant, mais plutôt une intégration.
En tout cas, c'est donc puni par la loi. Bon, après, on va pas se cacher, hein, on en voit tous les jours sur les réseaux sociaux du bizutage. C'est puni, mais c'est visible de tous. Je dirais que c'est un petit peu comme le sexisme. Hein. On a vu que l'outrage sexiste, c'était interdit, pourtant on en entend tout le temps. Hein. C'est pareil pour le bizutage. Mais bon, c'est un délit, c'est puni de 6 mois de prison, 7 500 € d'amende, contre son gré ou non, à la personne, qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. C'est pareil. Alors je pense qu'il y en a moins du bizutage quand j'échange, mais il y en a encore beaucoup. Hein. On se dit, pareil, la dernière fois dans un club, on me disait ah bah nous le bizutage, c'est tous les joueurs mordent la fesse du joueur qui vient d'arriver dans le club, chacun leur tour. Donc ouais, ça existe encore. Voilà. Et donc, pour faire appliquer la loi, il faut en parler. Alors, j'enchaîne avec cette question pour vous. Quelles sont les qualités d'un bon animateur, entraîneur, encadrant, professeur? L'écoute, la bienveillance. Ouais, on va dire la sécurité, la compétence. Bon, il y en a d'autres. Hein. Vous en avez dit l'essentiel. À l'écoute, serviable, empathique, arrangeant, disponible, professionnel, protecteur, impliqué, gentil. Voilà la parfaite description du prédateur. Bon, si je dis ça, c'est pas pour que vous ne soyez pas à l'écoute, professionnel, etc. Bien sûr que ça fait de vous de très bons animateurs, de très bons encadrants. Si je dis ça, c'est parce que le prédateur, lui aussi, il a toutes ses qualités. Et que si un enfant vous parle et qui met en cause quelqu'un, vous dites c'est pas possible, il est professionnel, il est top, franchement c'est pas possible, eh ben il faut croire l'enfant. Ça fait partie de sa capacité de manipulation pour instaurer le silence, etc. Bon, je vous fais pas la différence pédophilie, pédocriminalité, on en a parlé ce matin. Un petit chiffre, 2% des pédocriminels sont des femmes, donc 98% sont des hommes. Nous, notre discours, c'est de dire aux jeunes que ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être les deux. Peut-être que ce chiffre, il serait à voir un peu à la hausse. Une fois, il y a un jeune, il devait avoir 15 ans, il m'a dit « Mais nous, les mecs, on peut ne pas être consentants avec une femme ?» Bah oui. Mais pour lui, c'était pas possible. Il ne pouvait pas voir une femme agresseur, un homme non consentant avec une femme. Donc voilà, on leur dit que les deux sont possibles. 20% des pédocriminels récidivent dans les 3 mois après avoir purgé leur peine. D'où l'importance, c'est énorme, hein. En plus de la peine de prison, des injonctions de soins, du suivi social, psychologique. Heureusement qu'il y a des structures comme le CRIAVS qui existent. Voilà, c'est le problème des violences sexuelles, il faut aussi le traiter du côté des auteurs. 25% des agresseurs sont mineurs et 68% d'entre eux commettent des viols. Et ça, les violences mineures sur mineurs, c'est quelque chose qui augmente fortement. Peut-être parce qu'ils sont confrontés à la pornographie très jeune. En effet, 50% des 12 ans ont déjà eu accès à la pornographie. Peut-être que c'est aussi ce climat de violence qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, qui entraîne à son tour de la violence. Et puis 94% des agresseurs, ce sont des proches, des gens que l'on connaît. Pourtant, quand je demande en primaire, ça ressemble à quoi un pédophile ? Bon, là, j'ai la description parfaite du vieux monsieur en manteau noir, camionnette blanche qui distribue des bonbons à la sortie de l'école. Tout le temps, c'est fou. Et qui est tout nu sous son grand manteau noir, très bien. Et pourtant, non, c'est vrai que dans 95% des cas, ce sont des proches. Donc c'est important qu'ils se méfient de ces vieux monsieur au manteau noir. Hein. Mais c'est surtout important qu'ils sachent quelles sont leurs parties intimes, qui a le droit de les toucher, qui n'a pas le droit, et puis qu'ils puissent savoir qui sont leurs adultes de confiance, qu'ils en identifient plusieurs des adultes de confiance à qui ils pourront parler. C'est quoi la sphère la plus touchée ? On en a un peu parlé ce matin, mais la sphère familiale. Ouais. Et les 4 autres sphères, je ne les connais pas dans l'ordre, mais on va retrouver le sport, l'animation, le scolaire et la religion.
Oups. Comment il fait pour verrouiller la parole de la victime, l'agresseur? Du chantage, bien joué. Alors la récompense, la corruption, en effet, je vais t'offrir des super baskets, je vais t'offrir ce genre de choses. Le secret, c'est notre petit secret. Et ça, pareil, donc, quand j'interviens, je leur dis aux jeunes, est-ce qu'un secret, ça se répète? J'ai un gros non, un secret, ça se répète jamais, ça se garde, etc. Donc je leur dis qu'il y a 2 types de secrets. Il y a les secrets bonbons, c'est les secrets qui font plaisir. Organiser l'anniversaire surprise de maman, c'est un secret bonbon, on peut le garder pour nous, sinon il n'y a plus de surprise, c'est un peu dommage. Et il y a les secrets poisons. Les secrets poisons, c'est les secrets qui rendent malheureux, qui isolent. Cela, il faut s'en débarrasser en parlant à un adulte de confiance. Donc oui, le secret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui met en place? Alors la culpabilité, en effet, normaliser le geste, le rendre coupable, en effet, totalement. Alors la récompense par le cadeau, par l'argent. La honte, oui, totalement. Ça va faire partie de sa manipulation de dire que oui, personne ne le croira, que c'est la honte, ça va se retourner contre lui. Les menaces, parce que c'est quelqu'un de particulier. L'abus de confiance, c'est quelqu'un qui est très important pour la personne, mais aussi pour tout son entourage. Voilà, un cricket, typiquement, quand les parents de Sébastien ils se disputaient, qui est-ce qui les faisait se rabibocher? Cricket. Quand on faisait une soirée, qui est-ce qu'on voulait inviter à sa soirée? Cricket. Voilà, il était très présent, il avait ce rôle de personne médiateur, incontournable auprès de tout le monde. Donc je crois que vous avez tout dit. Oui, vous avez tout dit. Top. Et donc, en cas de doute, il faut en parler. Alors maintenant, la victime et ses traumatismes. Vous pensez que c'est un enfant sur combien qui est victime de violences sexuelles? Ouais, 1 sur 5, tout à fait. Dans le champ du handicap, il y a 3 fois plus de risques d'être victime de violences sexuelles. Ok. Ouais, bon. Donc voilà, 1 sur 5, et donc champ du handicap encore plus touché. Ces chiffres, je les trouve un peu moins parlants, mais il y a 165 000 enfants estimés par an qui subissent des violences sexuelles en France. Un viol sur mineur toutes les heures en France. Et 22 736 mineurs victimes de viols et agressions sexuelles en France en 2019. Mais ça, ce ne sont que les dépôts de plainte. Donc il y en a bien plus, en réalité, que 22 736. Et les violences sexuelles, elles débutent avant 18 ans. 81% d'entre elles. Pour tout au long de leur vie, les filles sont plus victimes que les garçons. Pour les deux, il y a un pic du nombre de victimes de violences sexuelles vers 7 ans, puis ça diminue pour les garçons jusqu'à la fin de leur vie, et pour les filles, il y a un deuxième pic vers 14 ans, et ensuite ça rediminue jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui crée le silence de la victime? Pourquoi c'est dur d'en parler? Alors la honte. La honte, c'est ce qui sort toujours en premier, systématiquement. La honte, la peur du jugement. Ouais, l'humiliation. La culpabilité, totalement. Sentir coupable. Avoir peur de ne pas être cru. Très présent aussi. On m'a déjà dit, mais on croira toujours l'adulte. Alors non. L'adulte, il a le devoir de te croire. Mais en effet, il y a ça aussi. Ah, totalement. Perdre un statut, imaginons c'est dans le champ du sport, par exemple, la peur de perdre ce statut. Ouais, on veut protéger la famille. Alors oui, en fonction de qui est l'agresseur, il peut avoir peur de ce qui va arriver à l'agresseur.
Et il veut protéger sa famille. Il veut protéger sa famille, c'est quelque chose qui arrive dans la sphère familiale, ne pas vouloir que ça éclate dans sa famille. Mais même si c'est pas dans la sphère familiale, il veut quand même protéger ses parents. Ses parents, ils sont déjà suffisamment inquiets pour lui comme ça, il veut pas leur ajouter ça. Ses parents, ils ont beaucoup de travail, il veut pas leur ajouter ça, etc., etc. Donc il y a fortement la protection de la famille. Donc je crois que vous avez tout dit aussi. Ah, le tabou de la sexualité aussi. Ne pas savoir du tout comment pouvoir aborder la chose. En tout cas, ça a des lourdes conséquences d'être victime de violences sexuelles. Pour 96% des victimes, ça a des conséquences sur la santé mentale. Dépression, stress, anxiété, baisse d'estime. Et pour 69% des victimes, ça a des conséquences sur la santé physique. Il y a un risque de cancer, d'endométriose, de douleurs chroniques, d'insomnie qui est plus élevé pour les personnes victimes de violences sexuelles. Et il y a une victime sur 2 agressée dans l'enfance qui a tenté de se suicider. Une fois qu'on a dit ça, on se dit très bien, il y en a 1 sur 5, ça a ces répercussions-là, comment est-ce qu'on les repère ? Alors malheureusement, il n'y a pas de signaux d'alerte spécifiques. Les signaux d'alerte que je vais vous détailler sont des signaux d'alerte d'un enfant à qui ça vaut le coup de dire j'ai repéré ce comportement, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, je suis là si tu veux en parler. C'est un enfant peut-être qui ne va pas bien, il n'est pas forcément victime de violences sexuelles. Donc parmi ces signaux d'alerte, on peut retrouver un ado qui se sous-estime beaucoup, qui se trouve nul, bon à rien, des idées ou tentatives de suicide, des migraines et douleurs abdominales qui ne sont pas dues à l'organisme, des comportements sexuels dissolus. Donc ça peut être quelqu'un qui refuse tout contact, toute relation, ou à l'inverse, quelqu'un qui va multiplier les relations, dans des cadres parfois pas très sécurisants. Les mensonges, les fugues, les scarifications, les mutilations. L'échec scolaire, l'abandon, l'absentéisme, la baisse de performance sportive. Ou à l'inverse, quelqu'un qui se surinvestit tout à coup. Les conduites auto-nuisibles, se faire du mal. Sébastien, il dit qu'il était jusqu'au boutiste. Il se faisait du mal jusqu'au bout, entre guillemets. Comportement antisocial, être dans la confrontation, voire être violent. Sébastien et Mathieu, dont il vous a parlé ce matin, son copain, qui était aussi victime de cricket, ils ont harcelé quelqu'un pendant tout leur collège. Et c'est quelqu'un qu'ils ont revu des années plus tard. Ils lui ont dit on est désolé. Et la personne leur a dit mais vous n'imaginez pas le mal que vous m'avez fait. Et ça, c'est vrai que c'est très souvent le harceleur lui-même harcelé, victime de violence, tout type de violence. Consommation d'alcool, de drogue, donc ça pareil, tous les week-ends il finissait en coma éthylique. Troubles alimentaires, boulimie, anorexie, lui c'était boulimie. Et conduite hypersexualisée. Dans tous les cas, on l'a bien dit ce matin aussi, c'est le changement de comportement d'un enfant qu'il faut considérer. Un enfant qui change de comportement, ça vaut le coup de lui dire j'ai remarqué que ces derniers temps, tu te battais beaucoup, que tes résultats scolaires ont baissé, que qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Je suis là si tu veux en parler. Maintenant, comment recevoir sa parole ? Oups. Alors la première, je l'aime pas trop. Maîtriser ses émotions. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, ce ne sera pas très grave. Mais dans la mesure du possible, essayez de ne pas avoir de réaction émotionnelle forte. Que l'enfant n'ait pas l'impression que vous perdez complètement vos moyens. Ne jamais mettre en doute la parole de la victime. Même si ce qu'il raconte, ça vous paraît complètement flou. Il y a des enfants qui peuvent confondre la réalité avec leur cauchemar. Ils ont fait tellement de cauchemars, ils ne savent plus trop bien ce qui est vrai, ce qui est faux. Du coup, ce qu'ils racontent, ça vous paraît complètement déficelé. C'est pas grave, il faut le croire, c'est un enfant qui a besoin d'aide. Ça peut arriver qu'il y en ait qui aient oublié aussi certaines choses qui leur sont arrivées. Et ça vous paraît aberrant. Mais non, c'est pas grave, il faut le croire. Le féliciter pour ses révélations, son courage et le remercier pour sa confiance. Lui rappeler qu'il n'est pas coupable mais bien victime et que ce n'est pas à lui d'avoir honte. Protéger sa vie privée en lui rappelant que ça restera confidentiel. Alors attention, est-ce que ça va rester 100% confidentiel ?
Ouais, c'est même pas s'il y a danger. C'est si on a connaissance de toute façon de violences sexuelles sur mineurs, quoi qu'il en soit, on va devoir le signaler. Par contre, on lui dit que ça restera confidentiel dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui va être au courant. On ne va pas en parler à tout le monde. Par contre, ouais. Ok. Vous pouvez nous en dire plus? Non, non, pas du tout. Ok. Ok. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, on peut dire à la personne aussi qu'on va agir, qu'on a entendu ce qu'il nous avait dit, maintenant on est l'adulte, on va agir. Et puis l'enquête doit être uniquement diligentée par des professionnels. Ce n'est pas à vous d'aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et pourtant, souvent on me dit, non mais attendez, je ne vais pas faire un signalement sur quelqu'un alors que je ne sais même pas si ce que l'enfant m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'était vrai ou faux. Mais ce n'est pas à nous d'aller le vérifier. Nous, on recueille une parole, et ben on la fait remonter, on fait un signalement. Ensuite, il y a des professionnels qui vont aller vérifier si c'est vrai, si c'est faux, qui vont mener une enquête. Pareil, des fois on me dit, du coup voilà ce qui m'a été rapporté dans mon club, est-ce qu'il faut que j'interroge les autres parents pour savoir s'ils ont vu ou entendu des choses? Non, ce n'est pas notre rôle. Nous, on signale. Et puis, il ne faut surtout pas prévenir l'agresseur. Alors ça paraît logique dit comme ça, mais pareil, on m'a déjà dit, écoutez, je vais faire un signalement sur mon collègue que je connais depuis 20 ans, j'ai envie qu'il l'apprenne par moi et pas par un bout de papier. Ok, mais cette personne, elle a des capacités de manipulation sur le jeune, sur vous, sur tous les adultes, et elle peut camoufler des preuves. Donc, il ne faut jamais prévenir l'agresseur qu'on va faire un signalement sur lui, le mis en cause. Donc du coup, ça c'est ce qu'on disait. Bien sûr qu'on ne va pas pouvoir le garder pour nous. C'est ce qu'on appelle un défaut d'information. Quiconque a connaissance de privation, mauvais traitement, agression ou atteinte sexuelle infligée à un mineur a le devoir d'en informer les autorités administratives et judiciaires. Sinon, c'est un délit qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende pour défaut d'information. Donc concrètement, Sébastien, s'il en avait parlé à un prof, par exemple, qui avait dit à un prof qui se faisait violer par Cricket, que le prof il s'était dit « je connais Cricket, il ferait pas mal à une mouche, qu'est-ce qu'il me raconte Sébastien, il a dû trop regarder la télé, surtout, je ne fais rien, je ne veux pas accuser un innocent à tort ». Sébastien, il aurait pu porter plainte contre ce prof, qui aurait pu, pour défaut d'information, qui aurait pu avoir jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Voilà, quand on a connaissance de violences sur mineurs, on a le devoir de faire un signalement. Alors, comment ça marche? Je vous dis, on a le devoir de faire un signalement. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors déjà, ce n'est pas en une journée de séminaire ou une heure d'atelier que vous allez pouvoir maîtriser de A à Z le signalement ou que vous saurez exactement comment réagir à une situation. N'hésitez pas à vous appuyer sur le 119. C'est un numéro qui est gratuit, confidentiel, ouvert 24/24, 7 jours sur 7. C'est des professionnels qui sont là pour vous aider, pour répondre à toutes les questions en ce qui concerne les violences sur mineurs. Donc n'hésitez pas à appeler le 119 et ils vous aideront. Ah, et ça apparaît pas sur les factures. C'est bien de le préciser. Ah oui. Ouais, c'est bien de le préciser. Sinon, si on a un doute sur un enfant, mais qu'on n'a pas eu de révélation, par exemple, on peut faire un mail à la CRIP.
la cellule de ressources des informations préoccupantes. Il y en a dans chaque département. Vous pouvez taper CRIP Hérault. Vous allez trouver le mail de la CRIP de l'Hérault. Et donc, c'est un mail où on détaille pourquoi on pense qu'un enfant est en risque de danger, ce qui nous alerte, etc. Si jamais ça se passe dans le champ du sport ou de l'animation, je vous ai remis l'adresse mail de la SDJES, là, de toutes les personnes qui sont intervenues ce matin, qu'il faut mettre dans la boucle. Si ça arrive dans le champ du sport, il faut mettre Signal Sport dans la boucle. Et votre fédération aussi. En général, il y a une adresse mail spécifique pour les violences sexuelles. Si ça arrive dans l'éducation nationale, dans les ACM, etc., il y a un mail spécifique à mettre dans la boucle, signal-ACM. Pareil pour la culture. Chaque ministère a son mail à mettre dans la boucle. Maintenant, si vous avez des révélations, ce n'est pas à la CRIP qu'il faut écrire, mais au procureur de la République. Un enfant qui vous dit « Papy me touche le zizi le soir », c'est des révélations. Là, je dois faire un signalement et pas une information préoccupante. Le signalement, c'est donc un mail au procureur de la République. Pareil, hein, chaque département a le mail qui reçoit ces signalements. S'il y a urgence, très bien, quand est-ce que tu revois papy? Demain. Il y a urgence. On appelle la police ou la gendarmerie directement. Et encore une fois, restez pas seul. Sachez qu'à Colosse au pied d'argile, on a une plateforme d'alerte. Vous pouvez cliquer sur notre site internet, sur « Je suis victime » ou « Je suis témoin ». Nous détailler de quoi vous êtes victime, de quoi vous êtes témoin. Et nos psychologues et juristes, elles vous accompagnent dans toute la procédure. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur nous. Pour résumer, j'ai des suspicions. Un enfant qui arrive avec des bleus, un enfant qui a des forts signaux d'alerte, ce genre de choses. Mais je n'ai pas eu de révélation. C'est une information préoccupante. J'envoie à la mail à la CRIP, cellule de ressources des informations préoccupantes. Ils évaluent la situation, peut-être qu'ils vont faire un signalement. En tout cas, ils assurent la protection administrative du jeune. J'ai des révélations. Il y a danger imminent, je fais le 17. Il y a danger pas imminent, je fais un signalement. Signalement, c'est un mail au procureur de la République. Il y a une phase d'enquête et ils assurent la protection judiciaire du jeune. Dans tous les cas, dans le mail que vous faites, c'est important de retranscrire mot pour mot ce que l'enfant vous a dit. Si l'enfant vous a dit « Papy me touche le zizi le soir », il ne faut pas écrire « L'enfant est victime d'agression sexuelle de la part de son papy ». Il faut dire « L'enfant m'a dit, ouvrez les guillemets, papy me touche le zizi le soir ». Voilà, on redit mot pour mot ce que l'enfant nous a dit. Oui, pas de souci. C'est fini, c'est ça, hein? Oui, 15h25. Parfait. Bon, et en tout cas, voilà, je dirais le dernier message, c'est de dire qu'il faut parler, il faut en parler. Ça fait vraiment du bien d'avoir des espaces de parole pour en parler avec les jeunes et avec les adultes, pour que les adultes soient aussi prêts à entendre le message des jeunes si besoin. Donc voilà. Oui ? Oui. Alors, est-ce que c'est exactement le même endroit pour la CRIP? Je ne suis pas sûre parce que je crois qu'ils ont vraiment des services genre jeunesse, personnes âgées, etc. Mais globalement, j'imagine que si vous l'envoyez sur l'adresse mail des informations préoccupantes, c'est eux après qui se redispatcheront l'information. Mais oui, c'est la même chose. Information préoccupante ou signalement. Totalement. Oui.
Avant de clôturer, est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Eh bien, je vous remercie beaucoup à tous et bon deuxième atelier.